Donc, sans trop tarder, donc on va ouvrir le débat sur ces deux présentations. Donc, comme on est pressé par le temps, je vous demanderai donc d'être bref dans vos interventions. Donc voilà, le débat est ouvert. Donc, bonjour tout le monde. Brahim Ghana, enseignant à l'université Abdelrahman Merah de Bijaya, faculté des sciences économiques et de gestion. Après avoir entendu les deux présentations, donc il y a une présentation sur la ville de Besançon et la réalité de la ville de Bijaya, comment on peut concilier, quels sont par exemple les paramètres qu'on peut introduire pour trouver des solutions pour la ville de Bijaya actuellement, surtout dans la gestion des déchets. Donc, je trouve que le modèle que vous avez présenté au départ, c'est un modèle qui est très intéressant pour la ville de Besançon. Donc, il y a un modèle qui est basé sur un certain nombre de variables et que vous avez cité la plupart. Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux villes et d'essayer d'apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne le cas de l'Algérie pour le traitement des déchets? Et merci. Voilà. On va prendre une série de questions, après on va leur donner la possibilité de répondre de façon globale. D'autres questions, s'il vous plaît. Bonjour. Donc ma question c'est à propos des coûts de la gestion des déchets. Donc vous avez avancé un chiffre de 73 €, je pense, par habitant et par an comme redevance. Donc ma question, est-ce que ces redevances payés par les ménages, est-ce qu'ils couvrent entièrement les coûts de gestion des déchets? Sinon, quelles sont donc les autres sources de financement? Et merci. Il y a une question par là. Allez. Oui, moi en fait, je suis resté admiratif en fait devant l'exposé pour la collecte des déchets de l'agglomération de Besançon. Et en fait, ça m'a donné à réfléchir et je me disais en fait comment adapter ce modèle qui est en fait propre au mode déjà de collecte des déchets en France au cas ne serait-ce que de la ville de Béjaïa, et puis pourquoi pas ensuite aux autres agglomérations de la wilaya. Donc moi je reste sur mon territoire, hein, je n'extrapole pas sur l'Algérie. Voilà, donc des pistes, hein, je vous donne quand même des pistes, des éléments par rapport aux éléments de réponse que vous pourrez apporter, c'est que nous avons beaucoup de logements collectifs, alors qu'en France il y a pas mal de logements individuels. Donc comment adapter les déchets et aussi la facturation, parce qu'il n'y a pas que la collecte, c'est tout un système intelligent de facturation presque individuelle, hein, de ce que nous avons compris. Voilà, donc par rapport à ça, et puis aussi par rapport aux instruments qu'il faut mettre en place par rapport à l'aval du traitement de ces déchets, qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons une incinération, oui, nous avons un incinérateur qui est une décharge à incinération à ciel ouvert, hein, c'est comme ça que ça se passe, et nous avons un CET qui normalement devrait être quelque chose qui arriverait in fine pour tout ce qui n'est pas recyclable ou incinérable. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, pour le professeur Khaladi, qui nous a en fait un état des lieux effectivement très probant par rapport à la réalité du terrain que nous vivons, qui est dû effectivement, comme ça a été très bien dit, un peu à l'abandon, au laisser-faire des pouvoirs publics, à l'abandon des pouvoirs publics, et puis ensuite qui a induit en fait des comportements au niveau des citoyens, des comportements individuels. Moi, j'aimerais... c'est vrai que nous avons vécu une période de libéralisation où l'intérêt individuel a primé par rapport à l'intérêt public, et même c'est fait au détriment, exemple de la promotion immobilière. Moi, je peux aller plus loin hein, par rapport à ce que vous avez dit, c'est même comment expliquer un R+9
au milieu d'un îlot où c'est limité à R+5. Et je reviendrai aux règles d'urbanisme, hein, n'est-ce pas, règles d'urbanisme et un plan d'aménagement urbain qui n'existe pas, même si nous avons des instruments qui sont les PDO et les POS, mais ces instruments sont inopérants et ne sont pas appliqués sur le terrain. C'est tout un débat. Par contre, moi j'aimerais voir comment, à partir du constat que vous faites, ce que nous devrions faire, et par rapport à l'approche qui est faite aussi aujourd'hui par les collectivités locales, notamment la wilaya, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une démarche qui est nationale au niveau donc des wilayats pour prendre en charge les déchets et les prendre en charge correctement dans le cadre donc de cette économie comment on appelle, circulaire. Voilà, donc comment, par rapport à votre constat, puisque vous connaissez bien le terrain, donc c'est la même question, mais orientée différemment en fait, hein, par rapport à la connaissance du terrain, comment faire en sorte de réussir cette transformation-là sur toutes les strates. Voilà, merci. Salam al-Beflaouen. Bonjour tout le monde. Karim Khima, citoyen militant, on va appeler ça comme ça. Voilà, je suis aussi président d'association environnementale. Dans notre démarche, à nous, l'association ARD, on a accompagné souvent, que ce soit des politiques ou des industriels qui voulaient investir sur Béjaïa dans le domaine de l'environnement pour avoir justement un modèle, pourquoi pas, comme Besançon. Mais malheureusement, à chaque fois, il y a un détour qui se fait. Le détour, c'est soit le projet est mort-né, soit il y a un avortement en plein grossesse, etc. Et c'est pour ça que je rejoins un peu professeur Khaladi dans sa magnifique synthèse, un petit peu, elle n'est pas noire, c'est une réalité. Mais moi, je me pose la question aussi, parce que nous, on essaye justement, avant de venir ici, on a essayé d'appeler des gens via la radio, on a ciblé surtout les politiques, parce que c'est eux aussi qui doivent s'impliquer. Comme vous dites dans votre intervention, l'équipe de Besançon, que vous avez fait des démarches audacieuses vis-à-vis de la population, parce que la déconnexion avec la population, malgré que si on met les moyens, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher. Et alors, ma question aussi, ce que j'ai toujours reproché, moi, ça fait des années, à l'université, c'est que pourquoi l'université? Parce qu'à chaque fois, à part l'arsenal de lois, de textes de loi qui régit, que ce soit la promotion, qui est une catastrophe, c'est-à-dire on se retrouve toujours, nous, les associations, à faire une opposition contre une promotion, que ce soit qui est en plein parc national, par exemple. Vous connaissez le problème. Et pour répondre à monsieur, le CET n'existe pas. Le CET est un mort-né aussi. Le centre d'enfouissement technique n'a jamais ouvert ses portes. On a fait une inauguration en 2014-2013, mais il n'a même pas été, fonctionnel. Et on a averti, nous, les associations, on a averti qui de droit, la direction de l'environnement, jusqu'au ministère de l'Environnement, en leur disant, attention, bassin de Lixivia, etc., etc. Personne ne nous a écoutés jusqu'à sa fermeture par la population et les squatteurs fonciers. L'essentiel, ma question est, ce n'est pas un reproche, mais pourquoi l'université, à part certaines initiatives, justement, certaines initiatives personnelles, je vais dire, comme plusieurs universitaires, chercheurs, professeurs qui travaillent ici, par exemple à Béjaïa ou même sur Alger et à Constantine, qui viennent de leur propre volonté, pourquoi l'université algérienne et aussi les professeurs, pourquoi la révolution ne viendrait pas de l'université? Parce que c'est la science, c'est le seul argument, le seul point que même comment on appelle, les outils de la loi et les administrations se taisent par rapport à nous, les associations et tout, parce qu'on nous dit, voilà, il manque. Mais les scientifiques, voilà. Pourquoi l'université ne suit pas et pourquoi l'université n'apporterait pas-elle la solution? Merci. Question peut-être, hein? Une dernière question.
Merci à vous. Bonjour tout le monde. Je suis M. Miradi Ouari de l'Université de Bijaya. J'ai une question que j'aimerais bien adresser au professeur Khaladi. Dans la nomenclature des causes du problème de malpropre de la ville de Bijaya, donc je me demande, M. Khaladi, pourquoi vous n'avez pas intégré, par exemple, le problème de la gouvernance, et en particulier, on est en pleine campagne électorale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance, c'est-à-dire le rôle des élus locaux n'est pas vraiment joué pleinement pour régler ce problème de gestion des déchets au niveau de la commune de Bijaya? Il y a également un élément que je pense qui est important, c'est, comme l'a dit donc, le jeune homme que je félicite énormément pour son travail de volontariat concernant la préservation de l'environnement, etc. Parce que moi-même, j'ai travaillé sur des thématiques qui sont proches et qui traitent du développement durable. Il y a un élément important qui est la concertation. C'est facile de dire l'autre est fautif, c'est pas moi, jeter la balle aux autres, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de concertation? Dire c'est l'université ou bien les élus qui doivent jouer pleinement leur rôle uniquement, je pense qu'on est en train de se dérober, de fuir la réalité des choses. Il faut un travail de concertation. Voilà, donc merci. Donc la question c'est quoi? Il faut se focaliser sur la concertation, c'est-à-dire intégrer l'ensemble des acteurs dans une démarche collective, réfléchie, et une démarche qui a une vision prospective. Donc il faut intégrer également la dimension sociale de la chose, la dimension économique et civique. Voilà, merci à vous. Petite réponse technique. Alors déjà, je pense que sur la transposition possible sur Béjaïa, j'ai aucune leçon à vous donner. On est dans un processus qui est effectivement extrêmement complexe. Je répondrai juste techniquement sur le coût des déchets. Effectivement, la redevance ne couvre pas la totalité des coûts. Derrière, il y a quoi? Eh bien, il y a la valorisation du recyclage. Aujourd'hui, c'est du business, hein, le recyclage. Donc, plus on arrive à fabriquer du déchet valorisable, plus on arrive à revendre ce déchet et donc à récupérer des recettes. C'est alors également, même si c'est pas bien les usines d'incinération, c'est la vente de l'énergie, parce qu'on fabrique de l'énergie, donc on la revend, et après c'est la mutualisation par l'impôt, donc parce que c'est un problème collectif. Et ça me fait le lien sur l'autre question, sur la transposition et que faire. Je pense que l'élément essentiel, au départ, c'est la prise en compte ou la valeur de l'espace public. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire cette appropriation d'un bien collectif. On aime forcément son territoire, on aime sa ville. L'image qu'on en donne est importante. Et je rejoins complètement votre intervention tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de ça, mais le rôle de l'école est essentiel. J'ai envie de dire, je vous parlais des années 60 tout à l'heure. Les années 60 en France, c'était la fin de l'exode rural aussi. Donc c'est-à-dire un transfert de population avec des fonctionnements de vie qui étaient différents et qui se sont retrouvés dans des grands ensembles habités. Aujourd'hui, on est sur des générations qui sont un peu différentes. Nous faisons beaucoup d'interventions dans les écoles primaires avec les petits-enfants pour travailler sur le déchet. Et croyez-moi, aujourd'hui, la vision des déchets des enfants n'a plus rien à voir avec celle de nos générations. Il y a une autre vision. Donc on travaille vraiment sur du long terme. On est dans la partie la plus moche de l'histoire en ce moment. J'espère qu'effectivement, on est dans une grande vague de transformation. Les générations qui nous suivent arriveront à le faire. Et après, ce que j'ai essayé de dire dans ma présentation, c'est effectivement ce mélange un peu compliqué de tous les acteurs du territoire qui en font la réussite. Si un des acteurs veut y aller tout seul, ça ne marchera pas. Si on n'a pas les trois parties, c'est-à-dire la force publique, qui a son pouvoir d'animation, mais aussi de coercition, et qui touche au porte-monnaie des citoyens, c'est un argument fort. Si les acteurs en place ne rentrent pas dans le ballet, dans la danse, ça ne fonctionnera pas. Et si les usagers ne sont pas convaincus de l'importance de
rentrer dans ce dispositif. Et là, je vous rejoins tout à fait. Le problème, ce n'est pas le problème du déchet. Le déchet n'est finalement qu'une conséquence de nos modes de société. Tout le reste est derrière. L'impact des déchets, je vous le disais en introduction, c'est un impact sur la santé, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur notre qualité de vie. C'est la dernière partie, la dernière partie visible, la partie qui nous gêne, c'est les bouteilles, toutes les photos abominables que vous avez présentées. Derrière, c'est tout notre fonctionnement sociétal qui est en jeu. Et là, voilà, s'il n'y a pas une synergie entre les acteurs, l'ensemble des acteurs du territoire qui aiment leur territoire, et je pense que ça n'existe pas un homme ou une femme qui n'aime pas l'endroit où elle vit, ça ne se conçoit pas. Et qu'on aime autant son espace privé que l'espace partagé, l'espace public, je pense qu'on avance déjà beaucoup, et on avancera relativement de manière efficace. Bonjour. Franchement, moi, j'ai rien à ajouter peut-être. S'agissant de la solution de Besançon pour Béjaïa, moi, je pense qu'il faudra prendre acte de cette expérience et surtout prendre acte qu'il y a des solutions, que des villes ont réglé le problème, que le problème a une solution. Mais on ne peut pas prendre la solution de telle ou telle ville et la coller-copier. Donc il faut se dire, oui, le problème des ordures n'est pas une fatalité, il peut trouver une solution. La ville de Besançon l'a fait, la ville de Genève l'a fait, la ville, donc c'est possible de régler le problème des ordures. Sauf que je suis convaincu qu'un problème aussi grand que les ordures n'a pas qu'une seule solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élément sur lequel agir pour les régler. Il faut agir en aval, il faut agir en amont, il y a des actions de très court terme, il y a des actions qui doivent se dérouler sur le très long terme. Mais il faut prendre acte que le problème a une solution. Que faire pour Béjaïa? Il y a deux ou trois manières de régler un problème quand on rencontre un problème. On peut regarder ce que font les autres. On peut regarder ce que fait Besançon. Ça, c'est la plus facile. On copie sur le voisin pour avoir le même résultat. On peut réfléchir soi-même, se dire, voilà, j'ai un problème, j'ai une université qui est censée réfléchir à des problèmes neufs et qui n'existent pas. C'est ce que, j'ai oublié son nom, appelle les trouveurs de solutions. Reich, l'américain Reich, donc appelle les trouveurs de Robert Reich, merci. Et j'ai un problème nouveau. Eh ben, il faut que je le règle, il faut lâcher l'université sur ça. Mais pour que lâcher l'université, il faut que quelqu'un pose un problème. Jusqu'à aujourd'hui, le seul individu qui est venu là, peut-être de cette place, si je me rappelle bien, qui nous a posé un problème, c'est Arbrad. À dire, voilà, j'ai tel problème, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, je vais le financer de A à Z, il me règle un problème de la cristallisation du sucre, par exemple. On était, les cristaux de sucre se collent quand il fait très chaud, ça donne des boules, et il veut que quelqu'un travaille sur ça, il veut financer un projet sur ça. Mais jamais. Où sont les gens de l'APC ici? Nous sommes en train de parler du problème des ordures dans la ville de Béjaïa. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'APC dans cette ville, dans cet amphi? Rien. Ça n'intéresse personne. Donc, pour agir, il faut agir en connaissance de cause. Et dans connaissance de cause, il y a connaissance et c'est ce qui manque. Pour que le problème soit réglé, il faut que quelqu'un l'intercepte comme problème, le voit comme problème. Moi, j'ai l'impression que les élus locaux ne voient pas les ordures comme problème. Que de fois j'ai vu le maire avec le secrétaire discuter en ville à côté d'un monceau d'ordures. Ils discutent sur la subvention qu'il faut accorder à la GSMB et il y a une tonne d'ordures. Ça ne dérange personne. Donc, il faut que les gens voient ça comme un problème. Tant qu'on ne voit pas les ordures comme un problème, je vous dis, on construit les niches d'ordures à côté des abribus, ça a l'air normal. Donc les gens ne voient pas les ordures comme étant un problème et on ne règle pas les problèmes qui ne se posent pas. S'il n'y a pas de problème d'ordure, on ne va pas chercher une solution à un problème qui ne se pose pas. Et d'où, je reviens à la dernière question de Wari,
évidemment, l'administration, l'Algérie est connue, super connue, c'est pas un secret de personne. Elle a une administration lourde, incompétente, Inefficace. corrompue. Inefficace. Est-ce qu'il y a de mieux dans cette loi qualificative? La seule qualité qu'il y a, c'est le mot corrompu. Heureusement qu'ils sont corrompus, ça permet de faire avancer les problèmes. Parce que ce qu'il y a de... Non, ne riez pas, madame. Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas une administration lourde et incompétente et corrompue. C'est une administration lourde et incompétente. Quand elle est lourde et incompétente, aucun projet n'avance. Heureusement qu'on ajoute corrompu, on donne un petit pourboire, on fait avancer le projet. Donc, ce qu'il y a, il est bon dans cette histoire, cette triptyque, heureusement qu'il y a corrompu qui permet de faire avancer les projets. S'il n'y avait pas la corruption, s'il n'était pas corrompu, les projets n'avanceraient pas. Donc, le problème est beaucoup plus profond, et donc ça touche aux politiques, à l'école, etc. Et on cherche des petites solutions pour faire des tricotèmes, on achète plus de camions, etc. Mais les ordures, moi je me dis, dans un pays où l'administration est corrompue, où le sport est corrompu, l'université est corrompue, tout est corrompu, il faut bien que ça apparaisse sur notre corps comme étant des boursouflures. Les ordures ne font que dénoncer une corruption plus interne. Je vous remercie. Donc, on remercie les conférenciers. Donc, je vous remercie également pour ce débat intéressant et également pour votre patience. Donc, les travaux vont reprendre à partir de 14h, justement après la pause déjeuner.